je ne sais pas à qui je m'adresse, si je m'adresse aux gens qui sont dans la salle ou ceux qui sont en ligne, mais on va essayer de jongler entre ces deux espaces un peu différents. Bienvenue à ce débat. L'intitulé de ce débat, c'est « Le Moyen-Orient condensé des désordres du monde ». Et il faut bien le dire, cette région concentre et accumule un certain nombre de crises aujourd'hui dans le monde. Il y a trois des guerres les plus terribles de ces années qui ont lieu en ce moment au Moyen-Orient, entre la Syrie qui dure depuis bientôt une décennie, le Yémen depuis moins longtemps et la Libye, troisième conflit chaud et avec des catastrophes humanitaires et absolument colossales. On a des aspirations au changement qui s'expriment dans des pays comme le Liban, on le voit à la faveur des événements dramatiques récemment de l'explosion du port de Beyrouth, mais aussi des soulèvements de la jeunesse en Irak, la révolution qui a eu lieu au Soudan et qui a abouti à un processus de transition assez intéressant. On le voit évidemment plus près encore au Maghreb, en Algérie avec le Irak. Donc on a des choses très contradictoires qui se déroulent depuis plusieurs années, des aspirations au changement, des forces conservatrices et qui ont réussi parfois des contre-révolutions et à maintenir le couvercle sur des sociétés qui aspirent au changement. Et puis, ça sera plutôt le thème de nos interventions aujourd'hui, un jeu des acteurs régionaux et internationaux évoluent en permanence, qui changent et qui créent des situations nouvelles. On est dans une période de test de rapport de force assez intense, dans lequel le jeu de chacun des acteurs est complexe et difficile à décrypter. Quelques exemples. La Turquie est aujourd'hui un acteur majeur dans toutes ces crises. On voit l'armée turque qui intervient aussi bien dans le nord de la Syrie qu'en Libye, du côté du gouvernement de Tripoli. On a la Russie qui, évidemment, a saisi la porte qui s'est ouverte en Syrie et est devenue de nouveau un acteur majeur de ces conflits, de ces crises. On a les États-Unis qui ont fait un pas de côté ou un pas en arrière selon les situations, mais qui continuent à jouer un rôle, par exemple, tout récemment, en parrainant l'établissement des relations diplomatiques entre Israël et les Émirats arabes unis. Et puis, on a ces autres acteurs comme l'Arabie saoudite, qui sont des acteurs traditionnels, des puissances régionales traditionnelles, mais qui sont aujourd'hui au cœur d'un jeu de plus en plus complexe. Et évidemment, on parlera aussi du rôle de la France, qu'on peut voir à la fois de manière très visible et très voyante dans la crise qui vient de se dérouler au Liban, mais aussi de manière plus complexe et parfois plus ambiguë en Libye, en Méditerranée orientale, face à la Turquie. Donc, on va décrypter un petit peu ce jeu régional qui, à la faveur de toutes ces crises qui se sont accumulées au Moyen-Orient, essaye d'établir des nouveaux rapports de force dans un monde dans lequel il n'y a plus de gendarmes, plus d'instances de régulation. On voit bien que les nations aujourd'hui, par exemple, qui règlent le conflit en Libye. Hassan Salamé a démissionné en début d'année, qui était le médiateur de l'ère des Nations Unies, parce qu'il a fait un constat d'impuissance et d'échec. Et un rapport qui est sorti hier au Conseil de sécurité de l'ONU sur les violations des livraisons d'armes, de l'embargo sur les armes à la Libye, dans lequel, y compris un pays comme la Russie, membre du Conseil de sécurité, membre permanent du Conseil de sécurité, qui a voté cet embargo, a effectué, d'après ce rapport, 339 vols pour amener des armes et des mercenaires en Libye, du côté du maréchal Haftar, alors que la Russie est liée par cet embargo. Une période où ces embargos, l'ONU, tout ça ne compte plus, et il y a une sorte de boulevard décomplexé pour toutes les puissances pour essayer d'établir leur influence. Alors, pour en parler, trois intervenants qui sont avec nous
dans la salle à la territoire et une sur Zoom. Donc, on va essayer d'ongler avec tout ça. Sur Zoom, nous avons Agnès Levallois. Alors, je ne sais pas si je peux faire Agnès. Ah oui, d'accord. Bon, Agnès Levallois, qui est spécialiste du Moyen-Orient, chercheuse associée à la Fondation pour la recherche stratégique et vice-présidente de l'IREMO, qui est une organisation spécialisée de recherche sur les questions du Moyen-Orient. Bonjour Agnès, qui a écrit plusieurs ouvrages sur cette région. Et ici, Pascal Boniface, directeur de l'IRIS, l'Institut de relations internationales et stratégiques à Paris, qui connaît bien cette zone, et Didier Lebret, qui a été diplomate, coordinateur du renseignement à l'époque de Hollande à l'Élysée, qui est aujourd'hui consultant en intelligence économique attaché à plusieurs organismes. Je vais peut-être me tourner d'abord vers Pascal pour de faire un état des lieux, c'est-à-dire est-ce qu'il y a eu un tournant stratégique? Est-ce qu'on peut dire que, par exemple, lorsque les Américains ont décidé de ne pas intervenir en 2013, il devait y avoir, vous vous souvenez sans doute, cette intervention commune avec la France en représailles pour l'usage des armes chimiques en Syrie. Au dernier moment, Barack Obama décide de ne pas intervenir, laissant la France seule et renonçant à cette intervention, dans laquelle s'engouffre un peu plus tard la Russie et d'une certaine manière, la donne du conflit syrien change. Est-ce qu'on peut estimer qu'il y a comme ça des moments de rupture ou est-ce que c'est un continuum sans tournant stratégique de cette manière? Merci, le micro. Écouteur et micro. Merci Pierre, bonjour à tous. Ravi d'être donc je reprends, bonjour à tous. Ravi d'être là. Est-ce qu'il y a eu un tournant? Est-ce que les choses auraient vraiment changé si Barack Obama ne s'était pas interrompu, n'avait pas fait une sorte de intervention interruptus sur la Syrie? Il faut oublier que juste avant, le Parlement britannique avait également voté le fait d'intervenir parce que le Parlement britannique se rappelait dans quels dégâts Tony Blair l'avait entraîné dans l'intervention d'Irak et que, en grande partie, l'inaction en Syrie est la suite logique de l'hyperaction catastrophique en Irak et que Barack Obama avait effectivement dressé des lignes rouges qui étaient l'usage d'armes chimiques par Bachar el-Assad et que cette ligne rouge étant franchie, il n'a rien fait. Je pense que l'erreur n'est pas le fait de ne pas intervenir, d'avoir dressé des lignes rouges. Normalement, on ne doit pas dresser des lignes rouges, on n'est pas sûr de les faire respecter. Et je pense que même si je sais qu'en France, le récit, notamment du côté de l'équipe d'Hollande, etc., et de Fabius, dire on était prêt à intervenir, l'histoire a été échangée et Obama ne nous a pas écoutés, donc c'est pour cela que Bachar reste au pouvoir. Je ne suis pas sûr qu'un simple bombardement aurait suffi. D'ailleurs, il y a eu des bombardements par la suite, puisque Trump et Macron ont bombardé la Syrie. Et c'est là d'ailleurs où certains observateurs américains ont dit Trump est devenu président parce qu'il a bombardé la Syrie. Et les 57 missiles qui ont été lancés sur la Syrie n'ont apparemment pas fortement ébranlé le pouvoir de Bachar el-Assad. On sait très bien que pour le renverser, il aurait fallu aller un peu plus loin. Aller un peu plus loin, c'est-à-dire bien intervenir au sol. Et donc, je ne crois pas que ne pas avoir répété le scénario irakien ait été une erreur funeste en termes de déstabilisation, de conséquences. Et donc, je tiens qu'il est préférable de ne pas intervenir. Et quand on fait la liste des multiples interventions militaires extérieures, même une qui était bien partie, comme au Mali, que l'on pouvait saluer, qui était l'anti-Irak, assentiment de la population locale, des dirigeants, des voisins régionaux, sauveur de l'ONU, approbation de la Russie, etc., s'avère quand même être problématique. Donc, en fait, je ne pense pas que ce moment ait été la rupture. Par contre, je crois qu'il y a plusieurs ruptures ou plusieurs processus d'aggravation parce que malheureusement, la situation s'aggrave et que dans cette région, il y a eu plusieurs épisodes. Effectivement,
il y a le fait d'avoir dressé des lignes rouges, qui à mon avis était une erreur, parce que, une fois encore, quand on dresse des lignes rouges et qu'on ne les fait pas respecter, on donne de l'espace. Aux autres, on donne un sentiment d'unité, effectivement, à ceux qui sont en face. L'intervention de la Russie, peu après, qui est bien sûr liée à cela, et la Russie, pour pas cher, pour quelques avions, 5000 personnes au sol, aujourd'hui, on dit que Moscou est devenu la nouvelle Mecque du Proche-Orient et que Moscou est le seul acteur non régional qui parle à tous les acteurs régionaux. Et effectivement, pour pas cher, la Russie a pris un rôle du fait de l'abstention américaine, mais en fait, la Russie occupe maintenant un rôle central au Proche-Orient. La situation des États-Unis est un peu différente. On ne peut pas dire que les États-Unis soient absents. Trump, comme Obama finalement, et c'est quelque chose qui lie les deux hommes, au-delà de toutes leurs différences, les deux ont un point commun de dire qu'il ne faut pas d'intervention militaire et que le temps des interventions militaires est révolu. Et Trump a fait campagne sur cela, sur le fait qu'il n'allait plus entraîner son pays dans des interventions militaires coûteuses. Quand tous les experts stratégiques américains disent non, il faut intervenir, et quand tous ces experts stratégiques ont fait une pétition commune républicain contre l'élection de Donald Trump en disant qu'il allait mener la catastrophe, Trump a triomphé. Regardez, tous ceux qui nous emmené à des échecs de la politique extérieure américaine sont contre moi. Ça prouve bien que j'ai raison, puisqu'on ne peut pas dire que les différentes politiques extérieures américaines soient vraiment une réussite. Et je crois qu'il y a un des meilleurs livres que j'ai lu au cours de la période des dernières années, c'est celui de Stephen Walt, The Hell of Good Intention, l'enfer des bonnes intentions, l'interventionnisme libéral des Américains a conduit à quelque chose de partout. Et Trump ne déserte pas, simplement veut obtenir par la force économique ce qu'il ne peut pas obtenir par la force militaire. Et donc, il veut obtenir le renversement de l'intervention militaire par l'étranglement économique. Et moins que je puisse dire, c'est que ça ne marche pas trop mal, puisque l'Iran est réellement étranglé. Il force les pays à reconnaître Israël. On peut dire que son soutien à Israël est un succès, puisque, y compris aujourd'hui, le Kosovo. Bon, et donc, sa politique de dire, si vous n'êtes pas content, je fais des sanctions énormes contre vous et je vais complètement vous étrangler, etc., fonctionne assez bien. Et donc, il n'y a plus d'intervention militaire. Et finalement, les États-Unis sont quand même extrêmement présents dans la région. Le pays qui n'est pas très présent, c'est la Chine, qui se tient prudemment à l'écart. Parce que les Chinois ont quand même compris que ce qui avait coûté, ça serait la prétention de suivre les courses aux armements, qu'ils n'avaient pas les moyens de suivre. Et donc, on voit que la Chine, dans cet endroit troublé, passe des accords économiques, mais n'intervient pas comme acteur stratégique. Au Proche-Orient, la Chine est une nation commerçante, elle n'est pas une nation interventionniste, etc. Et donc, on a en fait, je pense, contrairement, là je me sépare de pas mal de mes collègues, je pense qu'il n'y a pas eu un retrait des positions américaines. Ils sont toujours présents par d'autres moyens, et c'est des moyens qui finalement, la brutalité de Trump paye assez souvent. Il faut bien le reconnaître là-dessus. C'est le temps de terminer, quoi. D'accord. Ben voilà. Alors, Agnès, peut-être reprendre là où Yann s'est arrêté, c'est-à-dire, est-ce qu'il y a effectivement un retrait ou un désengagement d'une manière ou d'une autre des États-Unis, et quel est Je t'entends très mal, Pierre. Je t'entends très très mal. J'entendais très bien Pascal, mais toi, je t'entends très mal. Voilà, et là, c'est mieux? Parfait. D'accord. Oui, je disais, est-ce que tu peux reprendre là où Pascal s'est arrêté, c'est-à-dire essayer de comprendre, est-ce qu'il y a réellement des engagements ou en tout cas changement de posture des États-Unis et quel impact ça a sur le jeu des autres acteurs dans cette région? Alors moi, je suis complètement d'accord avec Pascal. Moi, je ne parle pas de retrait américain de la région. On voit bien que les Américains sont toujours aussi présents, sous une forme différente, comme Pascal l'a expliqué. Donc là, je suis entièrement d'accord avec cette analyse, et que c'est le changement de pratique. Et finalement, Trump, en arrivant à la Maison-Blanche, s'est inscrit dans la lignée d'Obama de s'investir en Orient
sont différentes. Alors, ce qui est très frappant, évidemment, dans la position de Trump, c'est la façon brutale, à sa manière avec laquelle il agit au Moyen-Orient, et avec, on voit bien, une obsession, ou en tous les cas, un dossier pour lui qui est majeur, c'est Israël, et que tout le reste doit finalement accompagner cette politique que Trump a vis-à-vis d'Israël, quitte à tordre le bras des autres acteurs régionaux pour obtenir ses fins, c'est-à-dire que introduire Israël dans le concert des puissances moyen-orientales. Et le meilleur exemple, évidemment, c'est l'établissement de relations diplomatiques entre les Émirats arabes unis et Israël, et avec la volonté de Trump de continuer, ce qui avait quand même commencé avec le déplacement de l'ambassade américaine à Jérusalem, qui était quand même déjà un premier signe, qui était un signe très, très important. Alors, on voit bien que face à cette stratégie américaine, alors qui est quand même différente de celle des années 90, 2000, on n'est effectivement plus du tout dans le cas d'une intervention étrangère comme ça a été le cas en Irak. On voit que les acteurs régionaux, finalement, profitent aussi de cette nouvelle façon des Américains d'être dans la région pour s'affirmer et pour tenter d'occuper une place. Moi, ce qui me frappe beaucoup lorsqu'on regarde l'évolution de la région maintenant depuis des années, c'est que, évidemment, les Américains, je le répète, continuent à jouer un rôle, mais de façon très différente. Les Russes, à la faveur du conflit syrien, se sont réengagés de façon massive. Mais aujourd'hui, ce qui est très important, c'est le jeu des puissances régionales. Et là, on a quand même une nouvelle donne dans le sens où ces puissances régionales s'affirment de plus en plus, ont leur propre agenda et entendent finalement de ce repositionnement des Américains et de l'arrivée des Russes pour trouver leur espace et occuper cet espace. Et pour moi, le meilleur exemple, c'est quand même l'exemple de l'Arabie saoudite qui, jusqu'à l'arrivée finalement de Mohammed Ben Salman, le prince héritier, l'Arabie saoudite avait une diplomatie évidemment régionale, mais très discrète. C'est-à-dire que les Saoudiens n'avaient aucune envie d'assumer à la face du monde quelle était leur stratégie et qu'ils pouvaient avoir des comportements, ils pouvaient mener des actions, mais de façon discrète. Et moins on parlait d'eux, mieux ils se portaient. Or, avec MBS, il y a un changement radical de stratégie de ce point de vue-là, et MBS passe son temps à faire des coups sur la scène régionale, avec le succès que l'on connaît, à savoir extrêmement mitigé, parce que tous les dossiers sur lesquels il s'est engagé ont été, à mon avis, des échecs retentissants. Alors, je pense évidemment au Yémen, mais je pense aussi au conflit avec le Qatar, l'embargo qui a été imposé à ce pays, qui n'a absolument pas porté les fruits souhaités par l'Arabie saoudite, puisque le Qatar ne s'est pas rendu pour se mettre sous la tutelle saoudienne. L'affaire libanaise, souvenez-vous de l'épisode du Premier ministre Hariri qui se retrouve coincé, emprisonné à Riyad et qui est sauvé par le président français. Donc, on peut multiplier les exemples de cet échec, mais ce que l'on voit, en tous les cas, c'est cette volonté de l'Arabie saoudite d'être vraiment un acteur régional, entraînant d'ailleurs dans cette stratégie aussi la position américaine vis-à-vis de l'Iran, puisqu'on a bien vu que Trump voulait absolument isoler l'Iran et que les Saoudiens n'ont eu de cesse que de pousser Trump dans cette direction-là, pensant que ça lui permettrait à l'Arabie saoudite de pouvoir occuper toute la place dans ce golfe persique si l'Iran était à genoux. Là aussi, pour l'instant, même si l'Iran est sérieusement affaibli, ça n'est pas encore le cas. Donc, ce qui est pour moi très intéressant à observer maintenant, c'est vraiment tout ce jeu, le jeu spécifique de chacune de ces puissances régionales qui profitent vraiment, pour revenir à la question que tu posais Pierre, sur le fait que les Américains, je suis d'accord, sont toujours là, mais de façon différente, et la façon différente d'être impliqués des Américains laisse un espace à ces puissances régionales et qui entendent bien occuper cet espace. Et je pense qu'on en reparlera avec la Turquie, avec l'Iran, l'Arabie, j'en ai un petit peu parlé. Et juste pour finir, et tout ça se fait finalement au détriment des puissances proches orientales traditionnelles qui étaient des puissances régionales, et je pense en particulier évidemment à l'Irak et la Syrie pour les raisons évidentes que l'on connaît de pays qui sont en guerre ou qui ont été largement déstabilisés, et l'Égypte qui quand même pendant très longtemps a été la puissance régionale du Proche et du Moyen-Orient, et aujourd'hui l'Égypte on l'entend absolument plus, elle est complètement absente de ce débat. Ça ne l'empêche pas d'agir lorsque ses intérêts sont en jeu, et je pense évidemment
évidemment à la question libyenne, mais en tous les cas, ça n'est plus la puissance régionale qui, pendant quand même des dizaines d'années, a occupé l'espace et était celle qui donnait le là de ce qui pouvait se faire. Merci, merci Agnès. Oui, c'est bon. Euh, on reviendra effectivement plus en détail dans la suite du débat sur le jeu de ces différents acteurs régionaux. Alors, Didier, je disais tout à l'heure, vous avez travaillé avec François Hollande à l'Élysée. Comment interpréter l'espace qui reste à la France dans cette région? On a vu l'échec de la stratégie en Syrie pour les raisons qu'on a dites tout à l'heure, notamment celle de la décision de Barack Obama, mais plus globalement, est-ce que c'était la bonne voie? Et deuxièmement, aujourd'hui, on voit Emmanuel Macron revenir par le dossier libanais, qui est le plus légitime et le plus facile d'une certaine manière pour la France dans un pays qui est à la fois à sa taille et lié à son histoire. Mais on voit bien qu'il y a une tentation française de rester présent dans ce jeu moyen-oriental, mais d'une manière extrêmement complexe. Je voudrais juste, avant de répondre directement à la question, revenir sur l'épisode de la Ghouta et de l'attaque chimique qui était effectivement une ligne rouge. Mais j'ai une vision qui est un peu différente par rapport à celle qui vient d'être posée par Pascal. Moi, je pense que quand on exerce une responsabilité au niveau global, a fortiori quand on est un membre permanent du Conseil de sécurité, on doit fixer des lignes rouges. Ça fait partie du mandat, ça fait partie de ce qu'on attend de nous. Et a fortiori, si on fixe des lignes rouges, il faut être capable d'être conséquent. Donc je ne crois pas du tout à la possibilité, pourtant je ne suis pas militaire, je suis diplomate de formation, je crois que la diplomatie sans la force, ça n'existe pas. Seule la force permet de rendre crédible la parole des puissances. S'il n'y a pas de risque, ni de menace, ni d'intervention, ni de représailles, les diplomates sont impuissants. C'est un balai d'ombre, mais qui touche très vite ses limites. Et je crois que ce jour-là, le jour où ce qui restait de bastion de l'armée syrienne libre et aussi de bastion de tous ceux qui croyaient qu'il était encore possible d'inverser le cours de l'histoire, ce jour-là, ce n'est pas seulement la parole d'un pays qui a été mise à mal, ce n'est pas seulement, ce que disait à juste titre Pascal, un feu vert qui a été donné aux Russes, et on l'a vu ensuite dans l'épisode malheureux de la Crimée et de la poursuite de l'annexion d'une grande partie de l'Ukraine, la région du Donbass. C'est pas seulement ça qui s'est joué. Déjà ça, c'est grave. Ce qui s'est joué, c'est, je pense que la plupart des pays qui ont intérêt à ce qu'il n'y ait pas de régulation internationale, en tout cas le moins possible, les pays qui sont les spoilers, c'était que la plupart de ces pays étaient dans le passé d'anciennes puissances régionales, voire d'anciens empires. Et donc, c'est aussi ça qui complique singulièrement le jeu. Mais il n'empêche que ce jour-là, au mois d'août 2013, je crois qu'on assiste à un moment de bascule, à un moment de rupture, où la parole ne vaut plus rien et n'engage plus ceux qui en sont à l'origine. Et je reste convaincu que c'était un moment de bascule aussi qui aurait pu être positif pour la Syrie, pour avoir subi, comme d'autres d'ailleurs, enfin, en étant un peu à l'intérieur, le rapport de force. Rien n'était écrit. Rien n'était écrit d'avance. Les Iraniens commençaient à poser des questions. Alors ça allait de toute façon jusqu'au bout, parce que c'était vital pour eux. Le Hezbollah commençait à donner des signes de fatigue, une guerre qui coûte. Les Russes n'avaient pas du tout l'intention à ce moment-là d'y aller comme ils y sont allés plus tard. Ils n'y sont pas allés sur la pointe des pieds. Ça a été, même si l'empreinte au sol a été, comme l'a rappelé Pascal, relativement réduite, quoique 5000 hommes, c'est pas rien, ils ont fait un show of force absolument monstrueux. Ils nous ont sorti tout l'attirail militaire qu'ils avaient reconstitué depuis 15 ans. Donc c'était pas rien. Mais ce que je veux dire, c'est que pour tous ceux qui ont été à l'origine de cette révolution au départ pacifique en Syrie, c'était
s'inscrivait dans le cadre des printemps arabes, où la jeunesse, c'est-à-dire les 2 tiers de toutes ces nations, les 2 tiers des populations qui ont moins de 30 ans, de toutes ces nations, que ce soit au Maghreb ou au Machrek, il y avait un élan formidable pour changer. Il y avait un élan pour se débarrasser de régimes qui étaient là depuis trop longtemps, il y avait insuffisamment d'espace et où les résultats n'avaient pas été non plus au rendez-vous, ni sur le plan économique, ni sur le plan social, ni sur le plan technologique. C'est une zone, à ce niveau-là, je ne sais pas si elle préfigure le monde de demain, puisque c'était la question qui était posée pour notre table ronde. Mais en tout cas, il y a une exception, une exception en termes de façon d'exercer le pouvoir, une exception dans la croissance, une exception dans la capacité à se plugger au monde contemporain. Vous vous souvenez peut-être de ce fameux rapport des Nations Unies en l'an 2000 qui coulait en encre, où on avait réalisé que finalement des langues étrangères vers l'arabe avaient été traduits à peu près autant que ce que traduisaient chaque année les Grecs d'étrangers dans les matières scientifiques, technologiques, etc. Ce qui veut dire que le retard, il n'était pas seulement démocratique, il n'était pas dans la gestion, il n'était pas dans la technologie, il n'était pas dans l'exercice, il était partout. Donc ces révolutions, c'était aussi une façon de dire on veut changer. Et comment ce changement a été interprété par le régime syrien, nous y retrouvons. Donc 8 ans plus tard, ou 9 ans maintenant, 10 millions de personnes déplacées, et je ne sais pas quel est le bilan victimaire à la fin des fins, mais enfin il sera au moins 500 000, chose de colossale à l'échelle de ce qu'on a connu dans la période récente. Donc je pense que ce n'est pas juste, je ne suis pas d'accord avec l'idée que ne pas intervenir, ça a une vertu. Intervenir lorsque ce sont les valeurs et lorsqu'on défend des positions qui sont des positions justes des populations, ça a du sens. Est-ce que le point de sortie est garanti? Est-ce que l'issue est garantie à chaque fois? Non, bien sûr que non. On le voit, Pascal l'a rappelé avec le Mali. Mais fallait-il, je reviens pour le coup sur le bilan de Hollande, fallait laisser les Maliens seuls avec les forces convergentes d'AQMI, enfin, il y avait 3 grandes structures qui convergeaient vers Bamako. Il y avait avec 8 heures de réaction. La seule puissance qui était en capacité de réagir et de projeter des hommes en moins de 48 heures, c'était la France. Ça s'est fait d'ailleurs de manière tout à fait légale. Il y a eu à la fois une demande d'intervention du président de l'époque et un mandat immédiat des Nations Unies du Conseil de sécurité. Donc la légalité a été respectée. Et je pense que la France, en tant que Conseil de sécurité, membre permanent, était question d'intervenir. Est-ce que ça garantit qu'on vienne au bout de quelque chose qui, à mon avis, n'est pas à la portée d'une seule puissance? C'est quelque chose vers lequel tout le monde devrait converger. L'Europe, l'ensemble des pays. Qui nous a donné des moyens militaires pour nous aider au Mali? Quasiment personne. Les Européens à la marge, j'ai quelques moyens logistiques, des vecteurs, a fait un plan Marshall pour le nord du Mali pour reprendre position et montrer que avec l'arrêt des djihadistes, le progrès avançait. Personne. Le plan, il a été, à mon avis, pas dimensionné. Comment est-ce qu'on pouvait imaginer qu'un pays comme le Mali allait inverser le cours des choses? Bien évidemment, Pascal, tu as raison. Le résultat n'est pas à la hauteur de nos investissements et de nos espérances. Mais qui aurait pu faire mieux? Qui, les militaires l'ont vu, je veux dire, l'élongation entre le Bamako et le nord du pays, c'est à peu près tout Je pense que si on avait voulu se donner les moyens, c'était bien sûr pas seulement l'intervention militaire, mais c'était tout ce qui aurait dû suivre, qui aurait dû être mis en œuvre. Mais malheureusement, je trouve que la France, sur ce dossier-là, en tout cas, a été un peu seule. Donc juste pour terminer, moi je ne suis pas belliciste, mais je pense que c'est faire preuve d'angélisme que d'imaginer qu'on puisse arriver au moment où il y a des points de bascule dans l'histoire, au moment où on essaie de reprendre en main l'avenir, que d'expliquer que tout ça peut se faire de manière pacifiste du point de vue des puissances qui ont une responsabilité. Pascal, je pense que
pense que pardon. Pascal, je pense que tu veux répondre, puis après on avancera sur le reste du débat. Non, c'est une question centrale. Moi, je ne suis pas pacifiste. Et comme toi, Didier, je pense que la force militaire est utile et qu'elle est parfois indispensable. Et donc, je ne critique pas l'intervention au Mali que j'ai soutenue à l'époque. Je pense que cette intervention, effectivement, évitait que le Mali ne tombe et ne devienne un Africanistan, comme on l'a dit, qu'elle était légale, etc. C'est par la suite que les choses. Et donc, c'est plutôt après. Donc, il y a des interventions militaires. Je ne suis pas pacifiste au sens où la force doit parfois être mise au service du droit et de la Syrie. Et par contre, pour revenir au clé sur la Syrie, je partage tout à fait, effectivement, Bachar a noyé dans le sang une révolution démocratique. Mais je pense que si un rendez-vous a été loupé, ce n'est pas tellement au moment d'intervenir parce qu'on ne sait pas dans quel engrenage ont été pris. Je pense qu'il a été un peu manqué, c'est qu'on a dit l'ALS, l'opposition modérée syrienne, c'est formidable, mais en fait, on se méfie de vous et vous n'aurez pas d'armes. Et donc, c'est là où ça commence un peu à... Et sur les lignes rouges, bien sûr qu'il faut dresser des lignes rouges, mais tu ne les dresses que si tu sais sûr de les faire respecter. Le pire, c'est d'en dresser sans les faire respecter. Donc, il faut bien sûr qu'il puisse y avoir des lignes rouges à condition d'être certain d'être en mesure de les faire respecter, sinon tu t'affaiblis encore plus. Alors, si on continue un petit peu à examiner les positions des uns et des autres, il y a un acteur devenu incontournable aujourd'hui, c'est la Turquie. Alors, Agnès, peut-être, quelle est aujourd'hui la motivation première de la Turquie? Didier faisait référence tout à l'heure au passé impérial de certains des prédateurs ou des puissances émergentes de ce monde. Et la Turquie, est-ce qu'Erdogan se prend pour un nouveau sultan? Est-ce qu'on est rentré dans une période néo-ottomane? Est-ce que la vision qu'on a aujourd'hui à Ankara du rôle de la Turquie dans l'espace méditerranéen et moyen-oriental est celle d'un revival de cette grandeur ottomane passée? Alors, ce qu'on voit bien, effectivement, c'est que Erdogan, en tous les cas, est vraiment dans une logique de puissance et une volonté de projection de puissance à l'égard de toute cette région. Alors, je voudrais quand même faire un petit rappel historique. Je pense qu'il est aussi important de comprendre la position turque à la lumière de ce qui s'est passé dans les relations entre la Turquie et l'Europe. C'est-à-dire que l'objectif quand même des Turcs pendant longtemps, ça a été d'intégrer l'Union européenne d'une façon ou d'une autre, avec un processus de négociation qui a duré et qui dure depuis des années. Et on voit bien aussi que dans la volonté, dans la stratégie d'Erdogan de se recentrer sur son Moyen-Orient, sur son arrière-cour moyen-oriental, est aussi quand même une réaction face à la difficulté ou à l'impossibilité, ou en tous les cas à l'analyse qui est faite à Ankara, selon laquelle de toute façon la Turquie ne rentrera pas dans cette Union européenne, qui a trop d'obstacles, même si un certain nombre de réformes avaient été entamées à l'époque en Turquie pour permettre l'intégration. Les Turcs ont compris finalement que cette intégration n'interviendrait pas et que donc Erdogan avait tout intérêt finalement à se lancer dans une autre stratégie qui avait commencé d'ailleurs avant les révolutions arabes, puisque avant les révolutions arabes, on voit la politique étrangère qui est développée par la Turquie, à l'époque par Davutoglu, le ministre des Affaires étrangères, qui est de dire zéro problème avec ses voisins, ce qui était donc une volonté de la part de la Turquie de nouer des relations avec l'ensemble des pays proches de la Turquie, et on a assisté à une amélioration incroyable des relations entre Ankara et Damas à l'époque, alors qu'il y a eu un moment où on a cru l'affrontement entre les deux pays à cause du partage des eaux de l'Euphrate, et on voit lorsque cette politique de zéro problème avec les voisins est élaborée, où on voit un rapprochement spectaculaire entre Ankara et Damas. Lorsque Bachar el-Assad arrive au pouvoir, il noue de très bonnes relations avec la Turquie, et les dernières années avant le déclenchement de la révolution, on voit des relations très fortes entre les deux pays. Et juste à titre d'anecdote, quand vous alliez à Alep, la ville au nord de la Syrie, proche de la frontière syrienne, en 2010, puisque j'y étais à ce moment-là, ce qui m'avait frappé, c'est que le week-end, vous entendiez parler turc dans la vieille ville d'Alep, tous les Turcs
venaient passer leur week-end à Alep, puisqu'il y avait eu ce réchauffement très fort des relations entre les deux pays. Donc ça correspondait vraiment à cette volonté de zéro problème avec les voisins, de se détourner finalement de cette Europe qui ne veut pas de la Turquie. Et donc la Turquie, pour se développer et pour avoir une influence sur la scène internationale, voyait bien tout l'intérêt qu'elle pouvait avoir à améliorer ses relations dans son environnement. Et on a vu aussi avec l'Irak ces relations qui se sont développées. Donc ça a été vraiment la stratégie de Erdogan. Stratégie qui s'est renforcée avec le déclenchement des révolutions arabes, puisque vous vous souvenez que lorsque les premiers scrutins ont été organisés dans la région au lendemain des pays qui ont connu des mouvements de contestation, les frères musulmans ont été la force politique qui est sortie vainqueur de ces scrutins électoraux, ce qui a permis à Erdogan de mettre en avant que son modèle politique, à savoir l'AKP, qui est le parti au pouvoir, parti frères musulmans, était finalement un très bon modèle pour les pays arabes de la région, puisqu'à l'époque, la Turquie connaissait une croissance économique très importante, et donc Erdogan avait beau jeu de dire aux pays de voisins, vous voyez bien, le modèle frères musulmans n'est pas du tout incompatible avec un développement économique tout à fait intéressant et positif pour le pays. Et donc nous les Turcs, on va vous donner notre modèle, on va vous dire comment faire pour arriver à avoir le même modèle que nous, donc un système politique frères musulmans avec une croissance économique et un rayonnement régional. Alors ça n'a pas très bien marché avec les pays arabes, parce que quand même les pays arabes ont quand même toujours quelques réticences à l'égard de la Turquie, avec justement ces rêves qui sont interprétés par certains de retour de l'ottomanisme, et donc ça a suscité quelques frottements, en particulier en Égypte, lorsque les Turcs ont voulu montrer aux Égyptiens que leur modèle était le meilleur, alors que les frères musulmans sont nés en Égypte, puisque Hassan el-Banna, qui est le fondateur des frères musulmans, était un Égyptien. Donc les Égyptiens n'ont pas trop apprécié les leçons données par les Turcs sur ce modèle qui était prôné par Ankara. Donc, il y a eu des tensions à ce moment-là, et ces tensions, finalement, sont complètement exacerbées aujourd'hui, puisque l'on voit la Turquie avec donc ce modèle de politique qui s'inspire donc de ce modèle de l'AKP et des frères musulmans, qui est battu en brèche par un certain nombre de pays de la région, et on a maintenant deux clans qui sont clairement à l'œuvre dans la région, avec le clan ou le camp d'un côté qui est Turquie, Qatar, et de l'autre côté Arabie Saoudite, Émirats et Égypte, où on voit bien là que ce rôle de la Turquie, ou cette volonté en tous les cas de rôle de la Turquie est battue en brèche, ou en tous les cas est contrée par d'autres pays, des pays musulmans sunnites, qui estiment que la volonté turque finalement de s'imposer ne correspond pas à leurs intérêts. Et là, il y a aussi se mêle à cette stratégie de la Turquie et des pays en face, pays arabes en face, c'est de savoir qui a le monopole aussi sur l'islam sunnite. Les Turcs, Erdogan estimant que lui peut être le porte-parole de cet islam sunnite, alors que les Saoudiens estiment que eux sont d'autant plus légitimes qu'ils abritent le sein de l'islam, et l'Égypte, même si j'ai dit tout à l'heure qu'elle n'avait plus aucun rôle, d'un point de vue de cette représentation de l'islam sunnite, a son rôle à jouer, puisqu'elle abrite la plus grande université qui est l'Azhar. Donc on voit bien que dans cette stratégie turque dans la région, où il y a cette volonté d'être un acteur important, donc il y a ces différents aspects qui se développent, qui se développent, avec en opposition d'autres pays qui ne veulent pas que la Turquie joue ce rôle important, puisqu'ils estiment qu'ils ont eux aussi leur part finalement dans cette stratégie régionale telle qu'elle est développée. Et pour finir, un dernier point qui est quand même essentiel dans la stratégie turque dans la région, c'est la question quand même des Kurdes. Et on voit bien aussi que toute une partie de la stratégie de la Turquie, en tous les cas vis-à-vis de la Syrie, c'est la question kurde qui dicte finalement la politique de la Turquie, à savoir, il est hors de question de laisser les Kurdes en Syrie pouvoir obtenir une certaine autonomie, puisque ça pourrait servir de base arrière aux Kurdes turcs, et que pour ça, pour revenir à la question de la ligne rouge, mais là dans le cas turc, pour la Turquie, cette question des Kurdes est vraiment une ligne rouge. Et la Turquie ne laissera personne finalement laisser se développer une certaine autonomie de la part des Kurdes, et d'où aussi l'activisme
turc dans la région, et on le voit bien sur la question syrienne, est complètement axé sur la question du Kurdistan et des Kurdes syriens, et empêcher toute unité, ou en tous les cas tout rapprochement entre les Kurdes turcs et les Kurdes syriens. Donc ces volontés d'expansion de la Turquie sont réelles, mais avec évidemment aussi d'autres acteurs qui n'entendent pas laisser cette Turquie avoir ce rôle aussi important qu'elle souhaiterait l'avoir. Merci Agnès. Alors, les blocs dont tu as parlé, Agnès, Turquie, Qatar d'un côté, Arabie Saoudite, Émirats, Égypte de l'autre, on les voit s'affronter aujourd'hui en Libye, qui est devenu le nouveau terrain après la Syrie d'établissement des rapports de force entre les différents acteurs, dans lequel on retrouve également la Russie qui s'est impliquée. La France, dans une certaine mesure, n'est jamais très loin non plus. On a d'un côté donc le gouvernement de Tripoli reconnu par les Nations Unies, qui est soutenu par la Turquie de manière considérable et qui lui a permis de marquer des points militaires récemment. De l'autre côté, le maréchal Haftar dans l'Est, qui est soutenu par la Russie, les Émirats arabes unis et l'Égypte menaçant même d'intervenir au sol si la situation dégénère, notamment autour de la ville de Sirte. Pourquoi la Libye aujourd'hui concentre ce potentiel explosif est devenu ce terrain d'expérimentation des rapports de force entre ces groupes, Pascal? On voit effectivement qu'il y a, là encore, belle réussite après une intervention militaire. Il faut quand même se rappeler que certains avaient proposé que l'on décerne le prix Nobel de la paix à Nicolas Sarkozy pour être intervenu en Libye. Et je me rappelle aussi qu'à l'époque, beaucoup disaient c'est le début d'une diplomatie morale, puisque nous sommes intervenus dans un pays où nous n'avons pas d'intérêt, mais au nom de principes. Donc les principes sont parfois agités quand même par des agitateurs. Et effectivement, la Libye, c'est le vide qui amène le plein d'interventions extérieures. Je n'aurais pas à paraphraser un excellent édito que j'ai entendu vendredi, pas plus tard qu'hier, mais je crois qu'en aucun endroit au monde, on a ce double discours de dire qu'il y a quand même un gouvernement qui est reconnu par les Nations Unies, par tout le monde, avec, y compris en France quand même, un pays. Nous sommes membres permanents du Conseil de sécurité. Nous reconnaissons, il peut y avoir des défauts, nous reconnaissons en tous les cas un gouvernement et de façon non assumée mais réelle, nous soutenons en sous-main quelqu'un qui ne paraît pas non plus extrêmement recommandable ni visionnaire pour lutter contre le gouvernement que l'on reconnaît. Et effectivement, il y a l'accord de Berlin, chacun jure la main sur le cœur que plus personne ne fera d'intervention extérieure. Et il y a effectivement les Russes dont tu as parlé, mais tous convergent. Voilà, les Russes, ils se sont manifestés là encore aussi par quelque chose. Le nombre de vols est effectivement impressionnant, avec en plus un opérateur privé qui agit, Wagner, qui agit en sous-main. Donc les Russes se mettent comme les Américains aux opérateurs militaires privés pour ne pas être pris en défaut, mais en fait, ça ne trompe en même temps personne. Et il y a la Libye qui s'enfonce, effectivement. Et là, quand même, là aussi, le rendez-vous loupé, c'est quand même Haftar, au moment où Hassan Salamé a réussi à réunir l'ensemble des acteurs libyens pour déboucher sur un compromis qui puisse permettre l'émergence d'un gouvernement d'union. Haftar déclare une offensive qui vient tout faire. Ne serait-ce que pour cela, Haftar devrait non pas être aidé, mais être sanctionné, parce que là, il y avait quand même, quand on dit que rien n'est jamais possible, mais Hassan Salamé, à force de volonté, d'intelligence, de patience et d'énergie, était sur le point de parvenir à un accord. C'est que les bonnes nouvelles ne sont jamais irréversibles, ça n'aurait pas forcément débouché, mais en tous les cas, là, on était quand même sur quelque chose qui marchait bien, et donc tout est volé en éclats, et là, on ne voit pas comment on peut s'en sortir, sauf à dire arrêtons les hypocrisies, mettons tout sur la table, réunissons tous les acteurs. Je pense que là,
solution de dire que X ou Y n'est pas légitime pour intervenir. Tous ceux qui sont présents, tous ceux qui sont les acteurs doivent, s'il n'y a pas d'accord entre tous les acteurs, sauf que pour l'instant, la guerre ne coûte assez cher à personne pour que les acteurs aient envie d'arrêter, parce que c'est une guerre pour pas cher et que le prix de la non-intervention paraîtrait plus coûteux à chacun que le prix d'intervention. Chacun intervient pour pas cher, mais du coup, ils ont l'espoir de ne pas perdre leur position en Libye et ils se disent, si on arrête, les autres vont en profiter et vont faire main basse sur la Libye. Donc, je ne vois pas tellement par rapport à ce dossier-là où sont les bonnes nouvelles, d'où possiblement les bonnes nouvelles pourraient venir, parce qu'il n'y a pas un acteur qui puisse suffisamment mettre du poing sur la table pour mettre les autres d'accord et que chacun a des intérêts pour pas cher qui les empêchent au moins les autres de parvenir à leurs propres objectifs. Didier, j'en reviens à ma question de tout à l'heure. Le rôle de la France, on le voit dans l'affaire libyenne, il est, disons, ambigu, pour employer un euphémisme. Et d'ailleurs, dans la continuité, puisque ça avait commencé à l'époque où Jean-Yves Le Drian était ministre de la Défense, ça continue quand Jean-Yves Le Drian est ministre des Affaires étrangères. Quel est que cherche la France dans un conflit comme celui-là et en quoi il y a une place, où il y a un jeu à jouer pour un pays comme la France dans une affaire comme celle-là, autre que celui d'appuyer les efforts des Nations Unies. Sur la Libye, c'est un exercice à tiroir pour un pays comme la France. Il y a plusieurs agendas. Il y a notre responsabilité, là encore, comme puissance membre permanent du Conseil de sécurité, où on doit faire en sorte que effectivement les engagements qui sont pris soient respectés. J'avoue que ça a pu ne pas avoir été toujours le cas. Je le reconnais humblement. Mais il y a un moment dans un agenda, il y a des priorités. Donc, au moment, en tout cas, où les questions se posaient, la priorité numéro 1, c'était de ne pas avoir la Libye basculer définitivement dans le camp de Daesh. Et il s'en est fallu, là encore, d'assez peu. Donc, on a pu être confronté, effectivement, à une série de contradictions, à devoir soutenir autant que faire se peut un gouvernement légitime, le gouvernement de l'Union nationale, et par ailleurs, ne pas injurier l'avenir en faisant ce qui pouvait être utile pour réduire l'empreinte de Daesh en Libye. Et on a vu d'ailleurs que ça s'est fait de manière assez efficace. La Libye, c'est un qui a effectivement, par sa journaliste, qui a libéré les énergies négatives. Hein. On a vu ensuite tous les mercenaires africains qui étaient en Libye se rapatrier dans le nord du Mali, dans le Niger, ou dans d'autres zones qui étaient relativement libres d'accès avec un gros potentiel d'intervention et développement. Donc c'est effectivement, on a joué avec le feu, là, pour le coup, et en nombre de chocs, on l'a payé durablement. Est-ce qu'il y avait une possibilité au moment où on a sans doute des intentions qui pouvaient être louables, vouloir prévenir un massacre à Benghazi, est-ce que si c'était effectivement ça l'objectif de l'intervention, est-ce que pour le coup il n'aurait pas pu peser le pour et le contre et se dire que si on n'avait pas les moyens en tout cas d'aller jusqu'au bout du suivi de cette intervention, ne pas la démarrer? Je pense que le timing politique n'était pas le meilleur pour engager une opération de ce type. Sur la Libye d'aujourd'hui, vis-à-vis de Kadhafi. Ils ont été assez contents le moment venu de se dire qu'ils allaient enfin pouvoir le débouler pour mille et une raisons. Et donc aujourd'hui, je rejoins tout à fait la vision de Pascal, je pense que personne n'a intérêt
à sortir du bois et chacun mise sur le pourrissement en se disant que le moment venu, on aura une situation où, au fond, ce qui est déjà la situation de facto, c'est-à-dire que le pays est divisé, chacun tient plus ou moins bien une partie du territoire, et le moment venu, les acteurs, les principaux acteurs se disent, au moins en restant là où on est, on contrôlera la partie qui nous intéresse. La partie utile de la Libye, elle peut être pétrolière pour certains, ça peut être débouché pour d'autres. En tout cas, moi, je ne vois pas non plus d'issue tranchée dans l'immédiat. Alors sur le Liban, puisqu'on parlait de la position de la France comme acteur régional, autant sur la première partie de la réaction française à l'explosion de but, je trouve que la France est tout à fait dans son potentiel puissance mandataire et surtout en tant qu'ami du Liban avec une communauté libanaise importante en France et un pays qui a toujours suivi très près les évolutions du Liban. Ça me paraissait parfaitement légitime d'être immédiatement là et de témoigner de notre solidarité et d'appeler, d'ailleurs le président Macron l'a fait de manière tout à fait efficace avec l'énergie qu'on lui connaît quand il a convoqué ses homologues en vidéoconférence à Brégançon et organisé une conférence des donateurs. Je pense que c'était important d'envoyer un signal. Là où je suis plus sceptique, c'est de donner une clause de rendez-vous aussi rapide en fixant quasiment un agenda de réconciliation dans des conditions qui sont absolument impossibles à tenir par personne. Et avec, à la fin des fins, je le dis en espérant que je me trompe largement, en prenant le risque de servir de paratonnerre. C'est-à-dire quand vous savez que la plupart des infrastructures critiques de ces pays, à commencer par le port et l'aéroport, sont tenues par le Hezbollah, je pense qu'il faut y regarder à 2 ou 3 fois avant de pouvoir donner des instructions aux uns aux autres. Et peut-être là encore avec les meilleures intentions du monde, parce qu'il est question de la reconstruction du port, d'aider les Libanais à sortir d'une impasse politique. Mais je ne pense pas que la France soit la mieux placée aujourd'hui pour aider les Libanais à trouver un chemin. Je pense que c'est faire prendre beaucoup de risques à notre pays aujourd'hui et après une période où on a déjà connu et éprouvé suffisamment. Ça nous amène à parler d'un acteur dont on a relativement peu parlé, mais qui est quand même majeur, qui est l'Iran. L'Iran est au cœur de pas mal de bouleversements et de changements de rapport de force de la dernière décennie ou des dernières 40 ans, si on remonte plus loin. Mais pour en revenir à la période actuelle, Pascal disait tout à l'heure dans sa première intervention que les pressions américaines, notamment les embargos économiques, etc., avaient été efficaces. Moi, j'ai le sentiment qu'ils n'ont pas été si efficaces que ça, parce que le mandat de Trump s'achève et le régime iranien est toujours là. Il a repris son programme nucléaire d'une certaine manière en toute impunité, et Trump vient de subir un échec cuisant au Conseil de sécurité où il a présenté de rétablir les sanctions de l'ONU contre l'Iran. Il n'y a qu'un seul pays autre que les États-Unis qui a voté pour la résolution américaine. C'est sans précédent qu'une résolution présentée par les États-Unis n'ait que 2 voix au Conseil de sécurité. C'est quand même étonnant. Et Bolton n'arrêtait pas de dire à Trump qu'il suffisait d'une petite pichenette et que le régime iranien allait tomber. Il est toujours là et Trump risque d'être parti avant que ce régime ne s'effondre. Alors, comment traiter aujourd'hui avec l'Iran? On voit bien que, aussi bien en Syrie qu'au Liban, l'Iran et en Irak, l'Iran a des positions fortes et importantes qui sont son espace de respiration politique régionale. Il s'est mis en infraction sur le nucléaire, il est fragilisé sur le plan économique, mais il est toujours là. Alors comment on fait, Pascal? Alors oui, il est toujours là, effectivement. Je crois qu'on sera tous d'accord pour dire que la rupture, enfin qu'il y avait un chemin
un processus qui commençait à fonctionner et que le pari qui a été un pari collectif de la communauté internationale pour une fois unie, de dire que on lève les sanctions sur l'Iran, on le réintègre dans la communauté et les modérés vont l'emporter parce que Rouhani va montrer à sa population et à l'entourage que la voie diplomatique peut payer et que le rapproche permet d'améliorer la situation économique iranienne et que là, ce sont plutôt les durs qui sont renforcés. Rouhani est déconsidéré parce que tout simplement, un peu comme quand ceux qui veulent négocier n'obtiennent pas de résultats, c'est les radicaux qui l'emportent. Qu'il s'agisse de Rouhani, Mahmoud Abbas, on pourrait faire d'ailleurs une comparaison dans ce cas-là. Mais là où je dis que Trump a réussi son pari, c'est que l'Iran est beaucoup plus faible. C'est-à-dire qu'il y avait un pari intelligent qui était de dire on modère un Iran fauteur de troubles est un problème, on agit pour avoir un Iran qui n'est plus fauteur de troubles, parce qu'il change de politique et qu'il trouve qu'il a plus intérêt à coopérer avec ses voisins et les autres puissances qu'à vouloir leur mordre les mollets et à semer le trouble un peu partout. Ça, c'était le pari 5+1, quoi. Et puis le pari de Trump, c'est que le régime iranien est pervers, diabolique par nature, il faut l'éliminer. Et effectivement, on peut dire que le régime iranien sera encore présent en novembre, que le pari de Trump, c'était d'obtenir un peu le renversement par l'étranglement soit de Cuba, soit du Venezuela, soit de l'Iran, au moins d'avoir l'un des trois scalps avant l'élection de novembre pour dire, vous voyez, tout ce que mes incompétents et impuissants de prédécesseurs n'ont pas fait, moi j'ai pu l'obtenir. N'empêche que l'Iran est beaucoup plus sur la défensive. Et ce que, quand je le constate, c'est juste un constat notarial, chirurgical. L'Iran a perdu du terrain et l'Iran est beaucoup plus sur la défensive. Ce qui n'est pas une bonne nouvelle, parce que si le régime était renversé, je doute qu'il s'agisse d'une révolution pacifique avec des institutions stables et un gouvernement social-démocrate ou même enfin modéré qui prenne le chaos constructif ne me paraît pas avoir s'être avéré. Bon. Mais disons que si on se place du point de vue de Trump, je n'interviens pas militairement et je peux dire que j'obtiens des résultats parce que son seul c'est vraiment électoral. Eh bien, malheureusement, je constate que de son point de vue, il a quelque part gagné son pari en disant je n'interviens pas, mais vous voyez, je leur fais rendre gorge. C'est quand même un peu. Et donc, on est impuissant parce que les Européens, à la fois, bonne surprise, sont restés unis, y compris les Britanniques, le 5+1. Il y en a trois, enfin le groupe Allemagne, Royaume-Uni, France, qui fonctionne même après le Brexit. Donc, avec quand même, et y compris Boris Johnson, estime qu'il fallait conserver l'accord, estime en même temps, on sait très bien que Instex, ça ne marche pas et que Total, enfin que tous les opérateurs économiques français disent il y a peut-être une position du gouvernement, mais nous, notre position, c'est qu'on s'en va d'Iran parce qu'on a des intérêts aux États-Unis. Et Pouyanné dit j'ai un tiers de mes actionnaires qui sont américains, donc je ne peux pas. Ce qui d'ailleurs remet un peu en question l'idée du champion national que peut être Total par ailleurs. Et donc, pour l'Iran, on est face à une impuissance parce qu'on n'a pas les moyens de réellement contrer la stratégie de Trump. Et très franchement, les Européens disent aux Iraniens restez prudents, calmez-vous, on est de votre côté, mais on n'a pas les moyens. Là, sur l'Iran, nous n'avons pas les moyens de notre politique parce qu'il faudrait aller à un choc totalement frontal avec les États-Unis et personne ne le veut. Et donc, on a gardé des positions différentes, mais malheureusement, je constate que Trump a gagné son pari et que sa volonté d'étrangler l'Iran, alors il n'a pas encore égorgé, mis complètement à terre, mais sa stratégie de dire l'Iran sera marginalisé, étranglé, etc., il le fait et personne ne se met en travers, y compris les Chinois. On en avait parlé il y a un an ensemble, Pierre. J'ai quand même, les Chinois ne peuvent pas aller s'enterrer l'Iran, ne serait-ce que par fierté nationale. En fait, ils achètent du pétrole en loose day, mais pas de façon ouverte. Et même les Chinois ne disent pas, nous, on s'oppose à l'unilatéralisme américain et on soutient nos alliés, etc. Donc voilà, Trump est en train de réussir en Iran, ce qui n'est pas une bonne nouvelle. Alors, je vous rappelle que vous pouvez poser des questions sur le chat pour ceux qui sont en ligne et ceux qui sont dans la salle aussi tout à l'heure. Juste avant de passer aux questions, un dernier point peut-être, Agnès. Il y a un acteur dont on parle de plus en plus et qui était plus discret précédemment, sont les Émirats arabes unis.
On les a vus récemment signer donc, cette reconnaissance avec Israël, mais on les voit aussi à l'œuvre dans le conflit libyen, y compris avec des drones qui vont bombarder jusqu'à Tripoli. Qu'est-ce qui fait courir aujourd'hui MBZ, l'homme mort des Émirats arabes unis, et en quoi est-ce qu'il est différent de MBS, son homologue saoudien? Oui, la stratégie des Émirats arabes unis est extrêmement intéressante à observer et analyser. On voit bien que MBZ, donc, qui est le prince héritier des Émirats arabes unis, a une obsession qui sont les frères musulmans. Et à l'occasion des mouvements de contestation de 2011, et qui a vu, comme je l'ai dit tout à l'heure, l'émergence de cette force politique que sont les frères musulmans, pour MBZ, c'était le pire scénario que de voir, dans le cadre de ces premières élections, les frères musulmans venir et remporter les scrutins et occuper une place sur la scène politique. Et donc, à partir de là, MBZ s'est lancé dans la croisade, si je puis dire. En tout cas, il a pris la tête des mouvements de contre-révolution, estimant que ces révolutions arabes ou ces mouvements de contestation étaient un danger absolu pour les pétromonarchies du Golfe, parce que ces mouvements de contestation remettaient en cause le mode de gestion politique tel qu'il fonctionnait, et que même si les Émirats n'ont pas du tout été touchés par ce mouvement, il y a quand même une remise en cause de ce mode de fonctionnement, et qui pouvait les atteindre un jour ou l'autre. Et donc, pour MBZ, il valait mieux prendre la tête de la contre-révolution que de laisser ce mouvement se répandre et éventuellement les atteindre un jour. Donc, dans le cadre de cette contre-révolution, donc l'objectif numéro 1 de MBZ, c'est donc d'empêcher que les frères musulmans soient la force politique numéro 1 dans l'ensemble de la région. Et l'ennemi numéro 2, c'est l'Iran. Et c'est exactement l'inverse avec les Saoudiens. Pour les Saoudiens, l'ennemi numéro 1 est l'Iran, et l'ennemi numéro 2, ce sont les frères musulmans, avec lesquels les Saoudiens s'accommodent plus que ne le feraient les Émiriens, pour lesquels il est hors de question de s'entendre avec les frères musulmans. Donc, ces deux pays qu'on met tout le temps ensemble en expliquant qu'ils ont le même agenda, qu'ils travaillent ensemble, que MBZ est le mentor de MBS, donc l'émirien serait le mentor du saoudien, l'émirien étant plus âgé, ayant plus d'expérience que le prince héritier saoudien. C'est vrai que la relation fonctionne, mais qu'ils n'ont pas tout à fait les mêmes objectifs et les mêmes intérêts, je viens de l'expliquer, ce qui ne les empêche pas de travailler ensemble et de se retrouver complètement sur la même longueur d'onde, en particulier sur la question libyenne. Mais à la différence des Saoudiens, les Émiriens peuvent se permettre de nouer des relations diplomatiques avec Israël, ce qui est beaucoup plus compliqué pour le Saoudien, en tous les cas tant que le roi Salman est vivant. Et là, on va voir qu'il y a une question aussi de génération, c'est-à-dire que pour le roi Salman, il est hors de question de son vivant de reconnaître l'État d'Israël, parce que l'Arabie saoudite, gardienne des lieux saints, et surtout avait proposé ce plan de paix en 2002, le fameux plan du roi précédent, du roi Abdallah. Donc il y avait vraiment une volonté de la part des Saoudiens d'essayer de contribuer au règlement du conflit israélo-palestinien. Donc les Saoudiens, en tous les cas le roi Salman vivant, je pense qu'il n'y aura pas de reconnaissance par l'Arabie saoudite de liens diplomatiques avec Israël, ce qui n'empêche évidemment pas les relations, les échanges entre MBS et le gendre de Trump, mais il n'y aura pas, à mon avis, de reconnaissance officielle. MBZ, lui, n'est pas tenu par ces mêmes questions de religieuses, si je puis dire, que MBS, et donc lui peut nouer ses relations diplomatiques et peut jouer sa propre partie. Ce que fait de MBZ de très intelligent de son point de vue, évidemment, de la stratégie de son pays, c'est que MBZ a complètement développé l'armée émirienne. Ça, c'est un fait qui est assez nouveau et qui est assez remarquable. C'est qu'aujourd'hui, vous avez une armée aux Émirats arabes unis qui est compétente, au sein de laquelle vous avez des soldats et des militaires émiriens, et non pas simplement des mercenaires, comme c'est le cas dans beaucoup des pays de la région, puisqu'ils ont des populations très peu importantes, et donc ils font appel, ces pays-là, à des mercenaires pour se défendre. MBZ a compris l'intérêt
l'intérêt et la nécessité de développer son propre outil de défense militaire, et en particulier l'armée de l'air. Et c'est l'armée de l'air qu'on voit à l'œuvre en Libye et qu'on a vu aussi au Yémen, ça ce serait un autre débat, mais on voit que l'armée de l'air en particulier émirienne a une capacité de projection sur le terrain régional, ce qui est tout à fait remarquable par rapport aux autres pays de la région. Et ça a vraiment été la volonté de MBZ de développer cet outil, et ce qui lui donne du coup aujourd'hui un poids dans la région assez important, parce qu'il a cette capacité de projection beaucoup plus importante que d'autres pays de la région. Et donc, on voit bien les Émirats développer leur propre stratégie avec donc l'objectif numéro 1, empêcher que les frères musulmans ne puissent continuer à se développer dans la région, avec toujours un regard sur l'Iran, mais en même temps un regard très prudent, parce que les Émirats sont tout à fait conscients que s'il y a une attaque iranienne contre des installations stratégiques émiriennes, tout le modèle économique des Émirats, qui est de mettre en avant la sécurité et le fait que c'est un État ou une fédération stable au sein de laquelle tout le monde peut venir investir, serait mis en difficulté. Donc les Émirats n'ont aucune envie d'attaquer de front les Iraniens, et donc ils sont plus prudents que ne le sont les Saoudiens en la matière, pour éviter d'être ciblés par les Iraniens, puisqu'on vient de dire que les Iraniens sont très affaiblis. Oui, bien sûr qu'ils sont très affaiblis, mais ils ont une capacité de nuisance en menant certaines opérations, et on l'a vu contre les installations pétrolières saoudiennes l'année dernière, où l'Iran, avec peu de moyens par rapport à l'arsenal militaire développé par les Saoudiens ou les Émiriens, ils ont été complètement pris de court, et que les drones ou les missiles qui ont été développés par les Iraniens ont pu provoquer des dommages considérables sur ces infrastructures pétrolières saoudiennes. Donc les Émiriens sont tout à fait conscients de cette vulnérabilité, et que quel que soit leur outil de défense qu'ils développent et pour lesquels ils mettent beaucoup de moyens, ils ne sont pas à l'abri pour autant de ce type d'opération menée par les Iraniens. Et les Iraniens, eux, ont largement développé ces dernières années l'industrie des missiles, et c'est bien d'ailleurs un des objets de la relation très difficile entre les Iraniens et les Américains ou les Occidentaux. C'est parce que justement le développement de ces missiles inquiète beaucoup, puisqu'ils ont gagné en compétences. Et on l'a vu là encore avec l'attaque contre les infrastructures pétrolières saoudiennes, les Iraniens ont réussi à viser avec une précision à laquelle ne s'attendaient pas forcément les observateurs étrangers. Et là, ils ont découvert que les Iraniens avaient fait des progrès considérables dans la maîtrise de cette force de nuisance dont disposent les Iraniens aujourd'hui. Donc, on voit bien que pour les Émirats, il s'agit de faire attention aussi de ne pas se mettre en danger vis-à-vis des Iraniens, qui ont donc cette possibilité quand même de mener une opération contre leurs intérêts. Et donc, c'est toute cette gestion qui est assez fine du point de vue des intérêts des Émirats. Bien sûr, là, je me pose du point de vue des intérêts des Émirats, d'arriver à avoir cette existence sur la scène régionale, finalement, à l'ombre des Saoudiens, mais en prenant une certaine autonomie par rapport à des choix stratégiques saoudiens pour défendre ses propres intérêts. Et d'ailleurs, on a vu récemment les Saoudiens et les Émiriens dans des camps opposés au Yémen. Alors, ça n'a pas duré, mais on a vu une tension très forte entre les Saoudiens et les Émiriens qui s'est calmée depuis. Donc, les Émiriens, aujourd'hui, ce que l'on peut dire, en tous les cas, c'est qu'ils ont leur propre stratégie, leur propre agenda, en concertation avec les Saoudiens, mais ils ne se privent pas de la possibilité de pouvoir affirmer leurs intérêts quand ils estiment que leurs intérêts sont en jeu. Merci. Une petite question, Pascal, avant de passer aux questions. C'est Agnès qui m'y a fait penser en parlant des Émirats. Ça fait des années qu'on parle du fait que la question palestinienne n'est plus centrale dans l'équation moyenne-orientale, mais est-ce que ce n'est pas ce qui était clair dans l'accord entre les Émirats et Israël récemment, même s'il y a eu cet habillage sur le fait que l'annexion d'une partie de la Cisjordanie était repoussée, le fait est que le cadet des soucis des Émiriens a été la question palestinienne. Est-ce que cette question est désormais sous le tapis? On peut même dire que les Émiriens ont rendu service à Netanyahou, puisqu'il hésitait quand même à procéder à l'annexion qu'il avait promis dans son accord de gouvernement. Il savait que ça allait quand même
qu'il était quand même difficile pour les Européens d'être absolument sans réaction s'il y avait annexion, puisqu'on sanctionne la Russie, c'est vrai que ça primé, avec l'assentiment de sa population. C'est un peu difficile de ne rien faire quand on annexe un autre territoire contre l'avis de sa population. Donc finalement, l'annexion n'aurait pas rapporté grand-chose à Netanyahou, c'était risqué. Tous les services, tous les responsables des services de sécurité israéliens l'avaient d'ailleurs mis en garde Netanyahou contre le fait de ne pas aller vers l'annexion. Donc il a plutôt retiré une épine du pied. Mais effectivement, ça fait déjà assez longtemps que la cause palestinienne n'est plus et le souci des diplomaties arabes, les Saoudiens, les Égyptiens encore moins. Et quand on parle du blocus de Gaza, il faut quand même toujours rappeler que ce n'est pas un blocus israélien, c'est un blocus égypto-israélien. Il n'y a pas qu'un pays qui fait le blocus. Et en même temps, et de toute façon, les Palestiniens sont les orphelins de la diplomatie. Plus personne ne les soutient. Les Européens s'en foutent. La France ne veut pas plus trop s'en occuper parce que ça divise l'opinion. En fait, les Russes sont très amis avec Netanyahou. Les Chinois passent des accords avec Israël. L'Inde passe des accords avec Israël. Donc, les grandes puissances du tiers-monde qui mettaient la cause palestinienne au premier plan ne mettent plus. Les pays africains, les uns après les autres, passent des accords plus ou moins secrets avec Israël. Et le pays d'Amérique latine qui luttait le plus pour les Palestiniens est maintenant dirigé non plus par Lula, mais par Bolsonaro. Bon. Donc, quels sont au niveau diplomatique ceux qui défendent encore les Palestiniens? Ils n'ont pas très bonne presse, c'est la Turquie et l'Iran. Donc, ce n'est pas des avocats ultra performants au niveau global. Mais par contre, la cause palestinienne reste fédératrice dans l'ensemble des opinions arabes. Et l'un des rares points communs dans le monde arabe entre le Golfe, le Maghreb, le Machrek, est le soutien. Et là, il y a vraiment un divorce entre les opinions et les gouvernements. Et Agnès signalait, c'est y compris en Arabie Saoudite, il y a une opinion, y compris en Arabie Saoudite, et c'est aussi du fait de son opinion que le roi ne veut pas reconnaître Israël. Donc, il y a quand même quelques blocages là-dessus. Et c'est pour cela que le principal danger maintenant pour Israël, ce sont les campagnes d'opinion style BDS et non pas les campagnes diplomatiques qui n'existent plus. Merci. Alors, on va passer aux questions. Si vous avez des questions dans la salle, n'hésitez pas, faites-le-moi savoir. Je vais déjà en prendre une qui est en ligne de GDCM. La Russie n'a-t-elle pas réussi à devenir complètement incontournable au Moyen-Orient au détriment des Occidentaux et des États-Unis notamment, en ayant investi beaucoup moins de moyens militaires et financiers que ces derniers? Didier, peut-être, c'est une bonne question. Est-ce que ça fait des décennies que les Occidentaux déploient des moyens considérables? La Russie est arrivée et a mis en peu de temps avec peu de moyens. Non, je suis d'accord, ils ont réalisé en donnant le sentiment qu'ils étaient à la fois un partenaire fiable dans la durée, au moment où on les voyait un petit peu en cours de marginalisation, ils ont consolidé leur position qui était existante. L'attaquer, ça ne date pas d'hier. Et ils ont toujours su entretenir des relations avec la plupart des régimes dans la région. Mais c'est clair que le vide de leadership, la faiblesse des Européens et l'absence de levier efficace des anciennes puissances régionales fait qu'ils ont su parfaitement occuper l'espace. Moi, je l'ai vu, j'étais frappé, j'étais partie des rares Français à m'être rendu à Sochi au moment, bon, c'est pas le Moyen-Orient, c'est l'Afrique, mais enfin, c'était là aussi un show of force assez considérable. Ils ont fait leur premier sommet Afrique-Russie. Ils n'y sont pas allés par quatre chemins. Quand vous vous promeniez dans l'espèce de palais des congrès de Sochi, où il y avait toutes les entreprises russes, principalement, c'était le Voïno-Pramishny complexe, c'était le complexe militaro-industriel, et de manière très décomplexée. C'est-à-dire que les pays amis invités avec des délégations qui étaient toutes représentées au plus haut niveau, avec beaucoup de ministres présents, on pouvait essayer les Kalachnikov, les missiles étaient là, enfin c'était bienvenu, bienvenue en Russie pour vous équiper, vous rééquiper, vous armer, vous surarmer, vous réarmer.
Et je ne suis pas certain que ce soit la meilleure façon d'envisager l'avenir du continent que d'inciter à dépenser l'essentiel de ces ressources dans ce type d'investissement. Après, est-ce que c'est un partenaire au-delà de ce moment un peu critique qu'on traverse qui fait rêver le Moyen-Orient? Je sais pas, je pense que la Russie ne fait pas rêver de manière générale. Ça se ferait, sinon il y aurait plus d'étudiants qui iraient étudier dans les universités russes. La preuve du contraire, ça ne se bouscule pas. On peut dire ce qu'on veut, mais le PIB de la Russie, c'est en gros, donc c'est pas non plus la superpuissance qui peut se permettre beaucoup de choses. C'est un spoiler, elle peut arriver comme la Turquie, comme d'autres pays, ils peuvent arriver au moment où ça hésite un peu à trouver leur espace. Mais je ne suis pas certain qu'ils puissent bâtir dans la durée quelque chose qui soit aussi impressionnant que ça. Pascal, Si je peux me pardon. permettre, Oui. C'est quand même un antagonisme qui est très sérieux, hein, l'antagonisme Arabie-Iran. Moi, ce qui me frappe, c'est de voir que des deux côtés, pour avoir parlé aux Saoudiens et aux Iraniens dans d'autres fonctions, de voir le point d'incompréhension mutuelle arriver. C'est-à-dire que chacun est persuadé qu'en gros, il prend la peau de l'autre. Et les Saoudiens ont une grille d'interprétation qui est ultra construite avec des moments de rupture très nets. Le basculement du pouvoir en Irak, pour eux, c'est déjà un moment quand même un hinterland important. La continuité géographique ouest en est, c'est pas de nature à les gérer. Peut-être que les Américains se soient l'indépendance du pétrole saoudien, la deuxième qui est en fort, les accords de Vienne nucléaire, ça a achevé de leur dire que le moment iranien était peut-être contre la rive. Donc toute la réflexion saoudienne, elle n'est pas forcément de pouvoir terminer la conférence, mais en tout cas, plus rien ne peut être accepté à partir de là. Et les Iraniens ont une grille absolument incroyable. C'est-à-dire qu'ils restent sur une vision où l'Arabie saoudite, on est quand même, on a deux grilles de lecture qui sont extraordinairement éloignées, des points de convergence. Il y a eu un moment où très bien, qui aurait pu très bien plusieurs centaines d'Iraniens pèlerinage, ils ont été stoppés dans les frontières iraniens, et l'Iranien se doit déclarer la guerre aux Saoudiens. On est très proche depuis aujourd'hui de la zone irrationnelle où on tente un coup, parce que chacun a le sentiment que l'autre, et sur le Yémen, c'est pareil. Vous discutez avec les autres, ils sont chacun convaincus absolument de leur droit, et chacun voit l'autre en agresseur absolu. Il y a quelque chose d'effrayant, un peu effrayant. Alors, sur la question russe, je crois que Pascal et Agnès voulaient dire un mot et allez-y. Alors, effectivement, les Russes, pour pas cher, ont une influence. Qui peut à la fois parler aux Hezbollah et aux Israéliens, au Qatar et l'Arabie saoudite, à l'Iran et l'Arabie saoudite? Les Russes parlent absolument à tout le monde. Et leur action militaire en Syrie qui nous horrifie, nous, à juste titre, parce qu'elle est purement horrible et enfin, c'est des crimes de guerre, tout simplement. Les Russes théorisent en disant, je me rappelle de Poutine aux formes de Valdaï l'an dernier, disant, regardez, les Français, leur meilleur allié, c'était Kadhafi, ils l'ont abandonné. Moubarak, qui était le meilleur allié des États-Unis, ils l'ont abandonné, il était dans une cage de Sharm el-Sheikh au Caire. Nous, nos alliés, on les défend jusqu'au bout. Regardez ce qu'on fait en Syrie. Et pour les populations, c'est horrible, mais pour certains gouvernements, c'est très populaire. Donc là aussi, il y a une dichotomie
entre les opinions et les régimes. Agnès? Oui, je voulais dire à peu près la même chose. Je vais juste ajouter un dernier point parce que c'est l'essentiel de ce que je voulais dire que Pascal vient d'évoquer. C'est que quand on regarde aujourd'hui, les Russes parlent aussi bien avec les Israéliens qu'avec les Syriens et qu'on voit bien qu'il y a régulièrement, lorsqu'il y a des attaques qui sont menées par les Israéliens sur le territoire syrien, eh ben, il y a des accords, il y a toutes des procédures qui ont été mises en place entre les deux pour éviter des incidents. Et que donc, effectivement, aujourd'hui, on a cette Russie qui est la seule, finalement, qui est capable de parler absolument avec tout le monde, avec les Turcs, avec les Israéliens, avec les Syriens, avec les Saoudiens, avec les Iraniens. Et donc, ça donne effectivement une force à la Russie, mais en limitant cette force, et ce qu'a dit Didier Lebray est très, très juste, c'est-à-dire que la Russie n'est quand même pas non plus un pays qui a une capacité, en tous les cas, qui a une force qui lui permet de s'imposer. Mais la Russie a cette possibilité aujourd'hui de parler avec tout le monde, ce qui lui donne quand même un atout considérable. Alors, on arrive au terme de ce débat, mais j'ai une question philosophique qui est posée par Jean-Pierre Lancry et qui est peut-être la plus difficile pour nos trois intervenants. Après ces pertinentes analyses, quelle initiative citoyenne mondiale pour redonner de l'espoir au peuple? Alors, c'est une question très large, évidemment, et je ne pense pas que vous allez avoir la réponse, mais c'est vrai que tout ce qu'on s'est dit depuis 1 heure et demie est assez désespérant, est assez sombre sur à la fois l'état de cette région, mais aussi les perspectives, parce qu'il n'y a pas beaucoup de portes de sortie dans ce qu'on s'est dit. Par exemple, sur la Libye, le fait que le prix à payer pour cette guerre n'est pas très élevé, et que donc tout le monde a intérêt à ce qu'elle continue. Voilà. Et donc, Pardon. oui. Non, mais c'est vrai que j'ai très Oui. envie de répondre à cette question. Voilà, mais vous allez répondre tous les trois parce que ça sera le mot de conclusion. Donc, Pascal, le premier. C'est une question philosophique, je vais laisser Mazarine répondre à tout cela parce que ça nous dépasse. Mais non, en fait, il y a quand même un motif d'espoir. C'est que sur le temps long, les populations progressent. Ce qui se passe en Algérie est un formidable motif d'espoir. Ce qui s'est passé au Soudan est un formidable motif d'espoir. On voit quand même qu'il y a un formidable recul en Syrie, puisque Bachar a décidé de noyer sans une révolution, mais qu'à terme, son régime n'est pas durable. Il y a quand même de plus en plus, la voix des peuples se fait de plus en plus entendre. Donc ça crée effectivement du coup des contre-coups. Dès qu'il y a un progrès, il y a effectivement une tension et que les dictateurs ont de difficultés à étendre leur régime. Mais je ne pense pas que l'état absolument déplorable dans lequel est la région soit durable et qu'à terme, les populations, et on voit déjà quand même que les populations, ce qui se passe au Liban aussi, les populations, les sociétés civiles, qui se réveillent. Et par rapport au rapport que tu citais du PNUD de 2000 ou 2002, je ne me rappelle plus, sur le monde arabe en retard surtout, il y a eu un rattrapage global, même si cela crée effectivement des répressions accrues dans certains endroits. Didier. Le micro est fermé, du coup, on n'entend rien du tout. Le micro de Didier est fermé, on n'entend rien du tout. Non, je ne sais pas si ça sera ni philosophique ni une source d'espoir, mais en tout cas, je crois que c'est notre responsabilité aussi d'évoquer, en dehors de la spécificité des conflits actuels au Proche-Orient, les conflits de demain et qui ont déjà une acuité très forte dans cette zone. Je pense notamment à la guerre de l'eau, je veux dire les trois grandes régions du Proche-Orient, que ce soit la vallée du Jourdain, le Nil ou entre le Tigre et l'Euphrate, la plus vieille civilisation mondiale qui est la Mésopotamie. Alors c'est une source d'espoir. Ça a été trois zones de civilisation qui ont été au berceau à peu près de toute l'humanité, compte de précieux de l'écriture en passant par... bref, c'est trop long d'aborder tout ça, mais en tout cas, c'est clair que cette région est une région cette immense région a un potentiel extraordinaire. Ce potentiel aujourd'hui est en pleine attrition. On parle de ressources naturelles. C'est-à-dire le monde arabe, c'est 6%
la population, c'est 1% des ressources hydriques. Qui parle de ressources hydriques parle aussi de ressources alimentaires disponibles. Or, on va vers quelque chose qui est de plus en plus tendu dans cette zone. Donc, je pense que si je devais avoir pas un conseil, mais une orientation pour aider ces pays, c'est faire ce qui doit être fait partout dans le monde, c'est-à-dire mettre l'accélérateur sur les politiques de développement, sur l'emploi, sur la création de richesses dans ces pays, sur la possibilité aussi de trouver des alternatives à des exploitations qui soient l'Égypte aujourd'hui, dont une partie de l'agriculture est gérée par l'État et notamment par l'armée, avec un luxe de débauche de moyens d'eau notamment. Je pense qu'il est urgent de commencer à regarder quel type de technologies un peu novatrices peuvent éviter justement ce type de gaspillage. Je pense que la technologie peut le permettre. Donc, une façon intelligente d'aider ces pays aujourd'hui, c'est d'essayer d'anticiper sur ces problèmes de demain. Agnès, le mot de la fin, avec, si possible, un peu d'espoir. Oui, mais moi j'ai de l'espoir dans le sens où les mouvements de contestation de 2011 et 2019 ont montré un dynamisme des sociétés qu'on croyait complètement endormies. Avant 2011, on passait son temps à parler d'exception du monde arabe, du fait que ces sociétés étaient complètement amorphes, incapables de se bouger. Les sociétés se sont réveillées, elles ont fait preuve d'un courage incroyable et quand on voit ce qui se passe en Syrie, ce qui se passe au Yémen, en Libye, on voit des citoyens qui continuent à se battre avec l'espoir d'avoir un autre mode de gouvernance que le mode de gouvernance qu'ils ont depuis les indépendances. Donc là, il y a un formidable élan. C'est très long, c'est très dur et ça va coûter très cher en termes pour ces sociétés. Mais moi, je suis extrêmement optimiste sur la capacité de ces sociétés à continuer à se bagarrer et à lutter pour obtenir un mode de fonctionnement autre. Simplement, et toute notre discussion l'a démontré, toutes ces ingérences extérieures, régionales et internationales, n'ont de cesse finalement que d'aller dans le sens de leurs propres intérêts et non pas forcément dans le sens des intérêts de ces sociétés. Et juste un mot sur la dernière visite de Macron au Liban. Je suis quand même très, très frappée et inquiète du fait que le président de la République française en fait, redonne une certaine légitimité à une classe politique qui est complètement démonétisée, qui a démontré son incapacité à gérer et qui a conduit le pays dans la faillite totale dans laquelle il se trouve. Au lieu d'aller écouter un front d'opposition qui se met en place aujourd'hui au Liban et qui prône un État laïque, parce que seul un État laïque pourrait permettre de sortir de ces logiques communautaires et confessionnelles qui ont conduit le Liban à la chute dans laquelle se trouve ce pays. Et donc, s'il y a un rôle qu'on peut essayer de jouer, c'est d'aider ces sociétés lorsqu'elles le veulent et si elles le veulent et si elles le demandent, plutôt que de continuer à donner de la légitimité à des systèmes qui n'en ont plus aux yeux de leur propre société. Quand aujourd'hui la France soutient, comme elle soutient un président Sisi en Égypte, c'est quand même un peu troublant alors qu'on prône les droits de l'homme au Liban. On n'a plus à soutenir ou à redonner un minimum de légitimité à cette classe politique. Je ne dis pas qu'il faut apporter la solution, c'est sûrement pas à nous à l'avoir, ce sont aux Libanais. Mais lorsque des Libanais essayent de proposer autre chose, au moins d'aller les écouter et non pas de continuer à soutenir des systèmes qui sont complètement délégitimés, qui n'ont plus rien, qui ne peuvent plus rien offrir. Donc la seule chose que nous, peut-être, nous pourrions faire, c'est au moins de laisser vivre ces sociétés et de les accompagner, si elles le demandent, pour les aider à aller vers un mode de gouvernance qui leur convient, mais arrêtons de soutenir des régimes qui sont des régimes quand même complètement soit à bout de souffle, soit des systèmes qui n'écoutent pas ce que veulent ces sociétés jeunes. Il faut rappeler, ce sont des sociétés extrêmement jeunes dans la région et qui n'en ont plus rien à faire du système dans lesquels leurs aînés ont vécu. Donc là, pour moi, il y a une note d'espoir considérable, ce sont ces sociétés et cette jeunesse en particulier. Eh ben, merci Agnès pour cette note d'espoir quand même. Merci à tous les trois et merci à vous d'avoir suivi.